merci de vous être connectés à cette rencontre conférence en ligne Liège Créative. Alors, cette rencontre fait partie d'un cycle de 2 conférences qui portent sur l'évolution de la relation patient-soignant. Et donc, le 12 octobre, il y a eu une première rencontre qui a eu lieu à l'hôpital de la Citadelle. Et donc, parmi les nombreux sujets qui ont été abordés le 12 octobre, on a eu les technologies qui permettent un rapport plus personnalisé au patient. Le patient, on a parlé du patient qui devient un acteur vraiment participatif dans son parcours de santé. On a également parlé de l'équilibre à trouver pour une relation plutôt partenaire entre le patient et le soignant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas pu assister à cette première rencontre, on a réalisé un compte rendu que je vous renseignerai dans le mail de suivi. Et j'en profite également pour remercier Delphine Kirchhoff, qui est normalement aujourd'hui connectée à la conférence et qui était une des oratrices du 12 et qui nous a bien aidés ici dans le montage de ce sujet. Alors, lors de la conférence d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser encore plus sur le patient et justement, comment est-ce que on a souligné son rôle plus actif qu'auparavant dans le parcours de santé, et bien comment on peut favoriser cette acquisition de compétences et de capacités en santé chez le patient. Alors pour cela, la première thématique que nous allons aborder, c'est celle de la littératie en santé. C'est donc un concept qui va être développé par Aurore Marguet. Merci à elle déjà de se connecter depuis Paris. Donc ça a des avantages, un des grands avantages des rencontres en ligne, c'est de pouvoir connecter avec des personnes qui viennent de plus loin. Donc Aurore Marguet, elle est infirmière, docteur en sciences de l'éducation, maîtresse de conférences et directrice adjointe du laboratoire éducation et promotion de la santé de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Alors, ces travaux de recherche portent sur l'apprentissage des personnes en contexte de vulnérabilité, notamment dans le champ des éducations en santé. Nous questionnerons ensuite l'usage des technologies en santé, qui peuvent être source d'opportunités, mais également amener de nouvelles difficultés. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Jérémy Dany. Donc, Jérémy Dany est docteur en sciences politiques et sociales. Il est donc entre autres chargé de cours invité à l'UC Louvain, également directeur scientifique du CEPES, le Centre d'études économiques, politiques et sociales. Il travaille également depuis plusieurs années sur le thème de la reliance et il a notamment donc initié le concept de ville reliante. Et alors, en lien donc avec aujourd'hui, il a développé une nouvelle typologie de fractures numériques. Et c'est cela qu'il va nous partager lors de cette conférence. Il identifiera donc quelques fractures qui méritent peut-être plus d'attention, plus particulièrement du secteur de la santé. Et enfin, Lara Vigneron nous parlera de 8 principes directeurs qui sont issus d'une réflexion collaborative pilotée par la Fondation Roi Baudouin. Et ces principes sont donc à suivre pour développer des technologies en santé au service des citoyens. Donc Lara Vigneron, juste quelques mots aussi sur elle. Donc elle est fondatrice de USA, docteur en sciences d'ingénieur. Elle travaille dans le domaine de l'innovation en santé depuis plusieurs années, où elle met en place des approches collaboratives centrées utilisateurs dans différents projets, notamment collaboré plusieurs années pour le WEL, et elle est encore collaboratrice scientifique à l'Université de Liège pour l'équipe d'Interact. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes inscrit au début du partage de l'annonce. Nous devions également recevoir Lucius Canu, qui est cofondateur de la plateforme STEMcare, qui est un réseau social hyper sécurisé, créé par des patients pour des patients souffrant de maladies chroniques et de handicap. Malheureusement, je propose de vous partager au niveau d'un compte rendu de cette conférence le lien vers son travail, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Et donc, je propose à Aurore Marguet de commencer la partie des présentations.
Tout d'abord, je vais remercier l'équipe de Liège Créative de me faire ce plaisir de pouvoir être avec vous ce matin pour tenter de répondre à cette question qui est finalement comment adapter notre offre éducative aux compétences en littératie en santé des personnes. Alors je vais revenir sur ces mots un peu barbares, mais voici la question que je vous propose de traiter ensemble aujourd'hui. Alors mon seul défi sera le temps, mais je fais confiance à l'équipe de Liège Créatif pour m'arrêter ou m'accélérer s'il le fallait. Alors avant de commencer, je vous propose un petit sondage avec une première question qui est la suivante. En moyenne, quel est le pourcentage de consultations médicales dans lesquelles est introduit finalement un nouveau message de santé? 4 possibilités de réponse et je crois que vous avez dans le chat, hein, c'est bien ça, la possibilité de répondre à cette question. Réponse A 12%, réponse B 24%, réponse C 46% et réponse D 82%. C'est la réponse C qui prend la tête. Alors, de votre point de vue, c'est donc 46%. Eh bien, ceux qui ont répondu D, qui a priori n'étaient pas les plus nombreux, ont eu tout bon. C'est 82% finalement des consultations dans lesquelles le médecin introduit un nouveau message, ce qui est donc, nous en conviendrons, énorme. Dans la poursuite de cette première question, et j'en dis pas plus pour l'instant, en moyenne, quel est le pourcentage de consultations médicales dans lesquelles le médecin s'assure cette fois-ci de la compréhension et de la mémorisation de ces messages chez les personnes concernées? Réponse A 12%, réponse B 24%, réponse C 46% et réponse D 82%. Je vous laisse répondre. Ici, la réponse est plutôt la A qui ressort. Bravo. Bon, c'était un peu facile là. En moyenne, effectivement, le soignant s'assure de la compréhension et de sa mémorisation dans seulement 12% des consultations. Alors, ceci étant dit, ça nous permet tout de suite d'introduire ce concept d'intelligibilité face à ces chiffres qui sont un petit peu marquants. Pour comprendre un message, finalement, nous avons deux barrières à passer, qui sont celles des mots, mais celles aussi du sens que nous allons accorder aux mots. Et dans le cadre spécifique de la pratique médicale, les messages sont échangés au cours d'une conversation, qui est un processus qui réintroduit finalement une symétrie dans la situation qui est finalement profondément asymétrique dans le soin. Et elle est présente dans tous les lieux du soin, c'est-à-dire la consultation, mais aussi l'hospitalisation et les séances d'éducation qui vont faire l'objet de notre échange aujourd'hui. Alors tout ça, ça me permet d'arriver à ce concept de littératie en santé parce que finalement la littératie en santé, elle recouvre des caractéristiques personnelles et des ressources sociales nécessaires aux individus et aux communautés afin d'accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information et les services pour prendre des décisions en santé. Et face au constat que nous venons de faire ensemble, ça doit donc nous questionner quant aux capacités des personnes à s'approprier ces messages. Et donc, cela fait fortement le lien avec ce concept de littératie en santé. Alors, dernière question, selon vous, quel est le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ayant un faible niveau de littératie en santé en Belgique et donc ayant plus de difficultés pour accéder à ces messages de santé dont nous venons de parler précédemment? Je crois qu'il y a de nouveau un petit sondage dans la conversation. Réponse A 13%, réponse B 23%, réponse C 33% et réponse D 43%. Alors, ici, via le clap, je vois que c'est clairement la réponse D qui se détache avec 63% de réponses. Combien? Réponse D. D. Alors, vous y avez été un peu fort, c'est 33%. Donc c'est un tiers de la population âgée de 15 ans et plus en Belgique qui a un faible niveau de connaissance en matière de santé. Et parmi ces personnes, celles qui ont des besoins les plus importants en matière de santé, en promotion de santé, finalement sont celles qui bénéficient le moins de ces interventions. Ce que nous savons, c'est que finalement, il y a une véritable inégalité d'accès à l'information en santé et ces 33% qui sont en difficulté avec la littératie en santé sont également celles qui ont le moins accès au système de santé, mais je vais y revenir.
Alors, quand vous disiez 43%, vous n'étiez pas loin si nous prenons la question de la littératie tout court, c'est-à-dire la capacité des personnes à traiter l'information écrite de façon générale et pas uniquement en santé. Si je peux vous donner un chiffre français qui n'est pas très loin du chiffre belge, il faut savoir qu'en France, on a actuellement une personne sur deux adulte qui n'est pas en capacité d'être autonome dans le traitement de son information écrite. Voilà. Donc ça, c'est un point extrêmement important à avoir en tête parce que c'est ce qui va conditionner la suite pour notre intervention et nos échanges. Alors, quelques exemples de conséquences d'un faible niveau de littératie en santé sur l'autogestion des maladies chroniques. On retrouve chez ces personnes un usage inadéquat des médicaments, plus de difficultés à suivre les prescriptions médicales. On retrouve également plus d'hospitalisation, de réhospitalisation et puis une moins bonne autogestion de la maladie. Ça, c'est important. Pourquoi? Et pourquoi j'ai contextualisé à la maladie chronique? Eh bien parce que ce sont des personnes qui, vous le voyez, vont cumuler finalement ces situations de vulnérabilité, d'autant que un faible niveau de littératie en santé est aussi, et on le sait, dans le cadre des maladies chroniques, un obstacle pour accéder à l'éducation thérapeutique du patient. Alors pour ceux qui ne seraient pas issus du champ de la santé, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation thérapeutique du patient, c'est un type d'éducation qui est destiné spécifiquement aux personnes atteintes de maladies chroniques. Je vous donne un exemple de maladie chronique, le diabète, et pour lesquelles on va proposer des temps d'apprentissage pour gagner en autonomie dans la gestion de la maladie. Alors on pourrait se dire, voilà, chouette, pour ces personnes faiblement littéraciées, c'est un moment où on va faciliter l'accès. Eh bien non, parce que finalement on s'aperçoit que le système de santé, et principalement les professionnels de santé, ne rendent pas forcément accessible cette éducation thérapeutique dans le contenu à ces personnes, en gardant des messages qui sont parfois finalement difficilement compréhensibles, et puis tout simplement parfois en ne les conviant pas à ces séances d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, ça va être trop compliqué pour eux, ils ne parlent pas bien la langue, ils ne vont pas bien comprendre ce qui se passe, donc on ne les convie pas. Et puis par ailleurs, les gens eux-mêmes peuvent avoir cette attitude de retrait en se disant, non, j'ai pas envie finalement de participer à ces rencontres parce que je ne vais pas m'y sentir à l'aise, et puis on va voir que je suis en difficulté avec ce traitement de l'information et j'ai pas forcément envie de m'exposer à la critique des autres. Voilà, donc ceci étant dit, ça nous conduit finalement à questionner cette adaptation de notre offre éducative, qu'elle soit formalisée au moyen de programmes d'éducation ou intégrée aux soins, peu importe, parce que je sais qu'en Belgique, l'éducation est beaucoup plus intégrée aux soins. Et ça doit nous questionner dans finalement comment peut-on proposer une offre éducative plus adaptée. Alors, juste une petite diapositive de méthode pour vous dire que finalement, ce qui va suivre est issu d'un travail de recherche qui a été conduit dans le cadre de 2 revues de la littérature, et 2 revues de la littérature qui sont aujourd'hui poursuivies dans le cadre d'une veille documentaire, notamment sur cette question de la littératie en santé. Alors, la littératie en santé, finalement, à l'aune de la promotion de la santé, est contextualisée à nos interventions. Comment finalement mieux prendre en compte la littératie en santé de nos patients dans nos approches éducatives? Eh bien, une première proposition, c'est tout d'abord adosser nos actions à des politiques intersectorielles. Je m'explique. C'est tout d'abord contribuer au développement de la littératie en santé tout au long de la vie et pas penser uniquement la littératie en santé à certains moments clés comme dans le cadre de la maladie chronique, mais c'est se dire que les éducations en santé, par exemple, devraient être tout de suite identifiées comme des leviers de littératie en santé dès le plus petit âge, notamment à cette période clé qui est cette période de la périnatalité. On parle aujourd'hui beaucoup des 1000 premiers jours. C'est un moment propice pour repenser ces questions d'éducation et de littératie en santé. Avec le souci de réduire ou tout au moins de ne pas creuser les inégalités sociales dans une logique d'universalisme proportionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement il faut arrêter de proposer les mêmes formats éducatifs à tout le monde et plutôt penser des interventions qui vont être mises en lien, qui vont être rendues accessibles en fonction des besoins de chacun. Et puis enfin, c'est prendre en compte
la pluralité des champs d'intervention et arrêter de fonctionner en silo, chacun dans son coin, avec sa petite éducation dans le champ du social, dans le champ de l'éducation, dans le champ médical. Mais c'est apprendre à travailler ensemble en se disant que chacun va pouvoir contribuer à ce travail collectif de façon à répondre à la pluralité des besoins des personnes. Et puis enfin, c'est aussi penser évaluation parce que trop souvent on agit avec des interventions parfois même ciblées, mais sans penser évaluation, sans penser réussite de nos actions. Et cette question de l'évaluation me semble être prioritaire dès lors que l'on souhaite intervenir en pensant éducation et littératie en santé. Deuxième point, c'est finalement adapter nos interventions en favorisant la participation active des personnes, en cohérence avec des principes d'émancipation, d'empouvoirment. Et c'est pas le tout de le dire, il s'agit aussi de le faire. Et de le faire pas forcément avec les personnes qui en ont le moins besoin, parce que c'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe, mais c'est le faire avec surtout les personnes qui vont en avoir le plus besoin, c'est-à-dire ceux que l'on va considérer comme ayant ces faibles niveaux de littératie en santé ou ceux qui sont à risque de l'être. Je citerai par exemple les personnes qui ne parlent pas la langue du pays, les personnes qui ont un plus faible revenu, qui ont un moins bon niveau d'éducation, qui vont avoir un niveau de façon globale socio-professionnel moins élevé. Et puis on retrouve également les personnes âgées et les personnes migrantes. Voilà. C'est également être en mesure dans nos interventions, dans nos séances éducatives, de prendre appui sur les connaissances et les expériences des personnes, c'est-à-dire que je peux avoir un faible niveau de littératie en santé, je peux ne pas être en capacité de traiter parfaitement cette information en santé, pour autant, je n'ai pas attendu le professionnel de santé pour me prendre en charge et pour s'occuper de la santé de mes proches, évidemment et heureusement. C'est aussi à nous de valoriser ce qui est fait et ce qui n'est pas fait forcément comme on l'attendait. Souvent, on se dit, bah voilà, la personne, elle ne fait pas comme il faut, alors je vais repartir de zéro. Bah pas forcément. Pas comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être pas comme on l'attendait, mais ça fonctionne peut-être. Peut-être que la personne ne se met pas pour autant en danger, et alors il faut valoriser ses expériences et ses savoir-faire. Et puis, enfin, c'est accompagner les dispositifs d'action communautaire et s'accorder pour dire que les éducations en santé ne passent pas que par le système de soins, ça passe aussi par des actions initiées par les usagers eux-mêmes, et c'est donc à nous, professionnels, finalement de créer les conditions, de créer des environnements favorables à l'expression de ces dispositifs. Enfin, c'est aussi finalement, comme je vous le disais, créer des environnements pro-littératie, c'est-à-dire favorables à l'expression des besoins de chacun. En dépassant l'approche individuelle, arrêtons de faire peser sur les individus cette question de la compétence. Sans doute que si on a un tiers de la population belge qui n'a pas la compétence attendue, requise pour être autonome dans la gestion de sa santé, c'est peut-être parce que nous avons des systèmes de santé extrêmement complexes. Donc à nous de les repenser et de ne plus penser la littératie en santé que du point de vue de l'individu, mais aussi de la penser du point de vue de l'adaptation de l'environnement. C'est donc penser une approche collective, structurelle, et il s'agit alors de tenir compte du niveau de littératie en santé des personnes afin d'en faciliter l'expression de leurs capacités. Pour ça, plusieurs moyens. C'est faciliter l'accès aux informations en santé et au parcours aux moyens d'intervention simples sur lesquels je vais revenir. Proposer des interventions d'éducation en partant des savoirs expérientiels, et je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi, former à la littératie en santé les intervenants, les professionnels, parce que finalement, on voit qu'il y a un véritable besoin et un manque à ce niveau-là. Alors, si je reviens sur ces interventions simples, qui devraient donner un peu des billes aux professionnels qui sont présents aujourd'hui, ces interventions simples, elles sont en haut de mon schéma. Ce sont ces interventions qui nous permettent de ce qu'on va dire abaisser la marche du bus. Entendu, comment on permet à tout le monde d'accéder à ces informations en santé et de mieux comprendre le système de santé. En bas de mon schéma, je ne les traiterai pas aujourd'hui, ce sont les interventions dites complexes qui visent non plus uniquement à abaisser la marche du bus, mais à permettre aux gens d'être en mesure de rentrer dans le bus sans qu'il y ait besoin d'abaisser cette marche. Et donc, ce sont des interventions qui visent le développement des compétences en santé des personnes. Et là, on retrouve des programmes
très spécifiques en littératie en santé. Mais revenons sur la flèche du haut. Parmi les interventions spécifiques ou les interventions simples qui permettent de rendre nos environnements plus accessibles, et dans le cas présent, de rendre nos séances d'éducation plus accessibles, il s'agira, au-delà de la formation, d'être en mesure de simplifier nos discours. Nous sommes inintelligibles, on utilise des mots qui sont incompréhensibles pour deux raisons. La première raison, qui est celle qui sera toujours avancée en premier, on a été formé à ça. Hein. Moi, dès la première année à l'école d'infirmière, j'avais des cours de vocabulaire médical. Donc, on m'a appris à être inintelligible. Ça, il faut le savoir. Donc, ça m'excuse un peu quand je le suis. Mais il y a une deuxième chose, c'est que finalement, être inintelligible, c'est aussi garder le pouvoir. Et c'est s'assurer que l'autre reste bien à distance de ce savoir médical. Et ça, nous n'avons pas d'excuse pour ça, notamment dans un parcours de santé où on demande aux gens d'être de plus en plus autonomes dans la gestion de sa santé. Donc, d'un point de vue éthique, il nous revient de rendre notre discours plus intelligible, plus compréhensible. Une stratégie, il y en a d'autres, mais je décline aujourd'hui celle-ci, celle du Teach Back Method, qui consiste finalement à faire reformuler par la personne concernée l'information donnée par le professionnel. Ça permet de s'assurer que les informations et les consignes reçues par le patient sont bien comprises, bien prises en compte, bien retenues. Et finalement, cette technique n'est pas neuve. Vous voyez, il y a des études des années 70 qui existaient déjà et qui ont montré que les patients à qui on expliquait et à qui on demandait de reformuler ce qu'ils avaient compris avaient une bien meilleure mémorisation des informations essentielles par rapport à ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Donc en pratique, il s'agit d'expliquer, faire reformuler et réexpliquer. Alors, les professionnels de santé vont me dire « Ouh là là, mais c'est stigmatisant de demander de faire reformuler ». Peut-être, en fait, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ne pas le faire, c'est pas éthique. Donc, d'un point de vue très pratique, on peut s'accorder pour dire que, eh bien, tous les 2 ou 3 messages, on s'arrête et on va faire reposer la faute sur nous, professionnels, en disant « Je vous ai dit beaucoup de choses, je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer ce que vous avez compris de ce que nous venons de nous dire ?» Et à partir de là, la personne pourra donc reformuler et à nous de réexpliquer si cela semble nécessaire. Et cette boucle peut évidemment être reprise à plusieurs fois. Deuxième chose, la simplification de nos documents écrits. Nous sommes dans une société de l'écrit, on le sait. Ça ne sert à rien de fuir l'écrit, elle existe, les gens y sont confrontés en permanence. En revanche, dans nos séances éducatives, peut-être pouvons-nous un peu plus raccourcir l'information, la préciser, la hiérarchiser au moyen de puces et plus ou moins l'illustrer avec des images. Alors attention, on privilégiera les pictogrammes, les idéogrammes qui traduisent véritablement des messages à travers la représentation, plutôt que des images qui seraient juste là pour illustrer et qui parfois viennent brouiller le message plus qu'autre chose. Donc, oui aux images, à condition qu'elles traduisent bien le message. Et pour ça, je vous encourage tout simplement à enlever votre texte et à regarder si l'image veut bien dire ce que vous aviez écrit précédemment. Les données chiffrées également, les données numériques, la Covid nous l'a montré, les données chiffrées peuvent vite noyer les gens. Le pourcentage, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe pour une partie de la population à comprendre. Donc, à simplifier aussi, à traduire par des représentations picturales, alternatives, conjointes, qui permettent finalement de rendre ces données numériques lorsqu'elles sont utiles, sinon on les enlève, hein, mais lorsqu'elles sont utiles, ça permet de les rendre plus accessibles. Enfin, dans nos séances éducatives, il sera aussi important de ne pas hésiter à utiliser des supports multimédia. Il y a des super applications qui existent. Il y a des super vidéos qui existent aussi. Je n'ai pas d'action pour YouTube, mais quand même, il y a des choses sympas qui se font. Les patients, les usagers utilisent ces supports. Alors, à nous aussi de nous mettre un peu à la page, aller voir ce qui existe pour pouvoir finalement, dans nos séances éducatives, utiliser ces moyens qui parfois permettent de faciliter la communication avec l'autre, en tout cas, qui permettent d'être un support intéressant pour introduire les échanges et l'apprentissage. Donc pour discuter un peu de tout ce que je viens de dire, hein, et le propos est court, je pourrais vous en parler toute la journée, mais l'idée c'est d'aller à l'essentiel. Il est important finalement, si nous voulons adapter nos séances éducatives aux besoins en littératie en santé des personnes, de conjuguer les approches. D'une part,
se dire que oui, il y a cette question de la littératie en santé individuelle, on a des publics plus à risque d'être à faible niveau de littératie en santé, mais à ce compte-là, finalement, c'est comment on détermine ces caractéristiques individuelles, mentales ou physiques, et surtout prendre en compte ce niveau de littératie, mais aussi prendre en compte les capacités et les ressources disponibles de la personne, plutôt que toujours partir du point de vue négatif en se disant il ne sera pas capable de. Avoir aussi conscience que la littératie en santé, elle existe à un niveau populationnel, c'est la notion de Public Health Literacy introduite par Friedman en 2009 et qui s'étend au-delà de l'individu et qui concerne là les connaissances, les compétences et l'engagement qu'ont les groupes d'individus à s'occuper de la santé publique et de leur communauté. Et ça, c'est un aspect important à travailler, notamment dans les séances éducatives, en travaillant avec des groupes de personnes concernées. Enfin, la littératie en santé organisationnelle ou les environnements pro-littératie qui peuvent être associés à la capacité finalement d'un système, d'une institution à tenir compte du niveau de littératie en santé de ses usagers et donc c'est sa capacité à devenir plus intelligible. C'est donc dans cette complémentarité, en combinant les actions à différents niveaux, qu'on pourra changer le regard porté sur la littératie en santé en considérant le processus plutôt que les seules capacités des personnes. Il s'agit alors d'accompagner les personnes en se centrant sur leurs forces et les opportunités de l'environnement. En conclusion, il me semble que la littératie en santé peut être redéfinie comme un écart entre l'intelligibilité d'un système de santé et la compréhensibilité des individus. En cela, la littératie en santé ne se résume pas uniquement des compétences individuelles ou populationnelles, mais c'est bien de l'envisager comme un déterminant nécessitant des interventions promotrices de santé. Et donc, pour conclure, on gardera peut-être 4 points clés pour nos interventions éducatives. La notion d'intersectorialité, de pluriprofessionnalité, arrêtons de faire seul encore une fois dans notre coin. La notion d'engagement et de soutien aux actions communautaires qui sont vraiment à valoriser dans les interventions éducatives. La nécessité de co-construire des environnements favorables à l'expression des compétences de chacun et puis la prise en compte de publics prioritaires parmi lesquels ce champ de la périnatalité et de la petite enfance qui sont souvent un peu mis de côté d'un point de vue éducatif mais qui sont sans doute à renforcer aujourd'hui avec cette notion de parental health literacy parce que nous le savons, le niveau de littératie en santé des parents va fortement influencer la santé des enfants, d'où l'intérêt, l'importance finalement de travailler dès la petite enfance en éducation en santé et sur ces questions de littératie en santé. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir respecté le temps. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Jérémy, je te laisse progresser. Oui, je vais partager mon écran. Donc, je vais enchaîner, comme on a un petit retard sur le timing. Donc voilà, donc je me présente Jérémy Dany. Au départ, donc je préviens aussi l'auditoire, je ne suis pas un expert en santé. Et donc, Liège Créative m'a mis un peu, on va dire, à l'épreuve, m'a challengé pour essayer de confronter toute la réflexion que j'ai pu mener sur les fractures numériques par rapport à cet enjeu de la littératie. Et je reviens directement avec finalement un exemple concret, une expérience qu'on a probablement déjà tous connue, savoir le constat chez nous qu'on a une légère fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit s'auto-médicamenter, prendre un peu de repos et attendre avant de contacter son médecin? Est-ce qu'on prend conseil auprès d'un pharmacien? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Et donc toute la littératie finalement porte sur cette capacité à pouvoir d'une part accéder à des bonnes informations, des informations utiles, à pouvoir les évaluer, à pouvoir les mettre en œuvre, adopter les bons comportements et opérer des bons choix, tant sur le plan de l'automédication, mais aussi sur éventuellement le moment où il faut absolument consulter un praticien, ne fût-ce que son pharmacien ou son médecin généraliste. Alors, cette littératie donc, en santé, elle a fait l'objet de plusieurs définitions, dont certaines font école. En tant que aussi spécialiste dans le domaine des sciences sociales et aussi d'une certaine littérature sur la psychologie cognitive et sociale, je suis reparti dans ma réflexion sur notamment les travaux qui ont été menés par Ashton dans l'influence du comportement et des intentions comportementales, mais aussi de Kahneman par rapport notamment à l'émergence de comportements automatiques
qui peuvent s'ancrer avec le temps lorsque on prend habitude, par exemple, à pouvoir adopter des bonnes habitudes de consommation, des bonnes habitudes alimentaires, à faire du sport, etc. Je ne vais pas développer ça en détail parce qu'on n'a évidemment pas le temps. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait qu'en matière de littératie en santé, mais aussi en matière de bon usage des nouvelles technologies digitales, il y a différents mots-clés qui reviennent. C'est assez convergent avec l'exposé que vient de tenir Aurore Marga, notamment sur l'importance de l'environnement social en amont, à savoir, par exemple, l'impact des parents sur le développement d'une bonne littératie des enfants durant leur bas âge et puis tout au long de leur développement jusqu'à l'âge adulte. Également le soutien des parents qui doivent veiller aussi à pouvoir identifier certains symptômes si un enfant est malade et pouvoir prendre les bonnes décisions. Le développement des compétences et puis également l'accès à l'information, on y reviendra, puisque l'accès à l'information est quelque chose d'essentiel dans le domaine du numérique. Tout ça permet à un individu de pouvoir développer des croyances, et des croyances qui doivent pouvoir être pertinentes et utiles dans l'orientation de la personne par rapport aux choix qui se présentent à lui pour qu'il puisse améliorer sa santé, l'entretenir ou éventuellement solliciter l'aide, les services d'un praticien de la santé. Alors plus en aval, une fois qu'un individu a des bonnes intentions, en tout cas opère des bons choix, il y a aussi tout l'enjeu qui est lié au fait que ces bons choix puissent être concrètement mis en œuvre. Je prends l'exemple d'une personne âgée, d'un aîné, qui clairement fait un bon autodiagnostic, sait qu'il est malade, sait qu'il doit consulter un praticien, mais il n'a pas de voiture, par exemple. Et donc, s'il ne peut pas compter sur un proche pour pouvoir le véhiculer jusqu'à un service de santé ou un médecin généraliste, il y a un obstacle qui se crée et qui ne permet pas à cette personne de pouvoir pleinement réaliser le comportement qui est souhaité. Et je vais donner un deuxième exemple qui lui est plus lié à mon exposé, qui concerne les nouvelles technologies numériques. C'est évidemment le fait de pouvoir aussi parfois s'appuyer sur l'aide de plus jeunes pour pouvoir réussir, par exemple, à obtenir un service numérique. Et on l'a bien vécu durant notamment les premiers confinements et les 2 années de crise sanitaire où beaucoup de services avaient été numérisés, digitalisés et beaucoup d'aînés ont compté sur l'aide de proches ou de la famille pour pouvoir réussir à sortir du labyrinthe digital. Alors, évidemment, on a évoqué la littération en santé dans le passé, je pense dans le passé c'était il y a 30-40 ans, mais il y avait quand même un certain contrôle, en tout cas du secteur de la santé, ou en tout cas les individus, les citoyens avaient un peu moins de liberté pour pouvoir accéder à certaines informations. Il y avait un meilleur encadrement. Lorsque on souhaitait consulter une information, souvent on utilisait la vieille encyclopédie de la santé qui avait été rédigée par des praticiens. On avait plus le réflexe aussi à éventuellement prendre rendez-vous avec son médecin généraliste lorsqu'on avait un conseil à demander. Par ailleurs, on avait aussi tendance à accepter davantage l'autorité médicale. Et donc, l'acceptation de l'autorité est quelque chose qui aujourd'hui fait davantage débat. Et puis est arrivée cette machine merveilleuse qu'est l'ordinateur. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le son que j'ai inséré et qui est un petit peu l'épisode nostalgie. C'est que donc, dans les années 90 et 2000, eh bien, il y a eu la généralisation de l'utilisation d'Internet qui a aussi permis à l'ensemble de la population d'accéder à des milliards de données, et notamment des données à caractère médical. Alors j'en viens donc au développement de ces différents services, de ces différentes applications qui sont liées à la santé, avec d'une part la télémédecine, le fait de pouvoir consulter un médecin à distance, et donc c'est une pratique qui était encore assez épisodique, qui se développait notamment dans certaines zones rurales en France et ailleurs, où il est parfois difficile de pouvoir se déplacer en tant que praticien auprès du patient, et qui s'est quand même fortement développé donc, dans le cadre du contexte sanitaire du Covid. J'ai moi-même, à l'époque, dû notamment travailler avec une logopède à distance par rapport au problème de voix que j'ai, qui reste bénin, mais qui nécessite aussi un accompagnement logopédique.
J'ai pris comme exemple la plateforme Ma Santé qui a été fortement utilisée durant le Covid, notamment pour pouvoir disposer notamment des résultats des tests Covid, des tests géniques, mais aussi de pouvoir obtenir certains certificats. Je prends l'exemple aussi des plateformes en ligne de prise de rendez-vous avec les médecins généralistes, hein, Progenda notamment, qui est utilisé en Belgique. Je prends l'exemple des plateformes de pharmacie en ligne où on peut acheter des médicaments en ligne. Et donc là, j'ai pris l'exemple notamment d'une plateforme française qui propose la livraison à domicile de toute une série de médicaments qui ne nécessitent pas de prescription médicale, mais aussi de produits parapharmaceutiques. Je prends l'exemple également de sites de conseil et de vulgarisation médicale qui font succès, qui connaissent un très gros succès partout dans le monde, et où un patient, un citoyen peut réaliser un autodiagnostic simplement en allant voir à quoi correspondent les symptômes qu'il a et finalement quelles seraient les maladies qu'il pourrait avoir. Est-ce que ça mérite éventuellement qu'il contacte son médecin ou est-ce qu'on reste éventuellement dans des syndromes, des troubles qui sont relativement bénins et qui peuvent être résolus simplement avec une automédication. Je pense également au développement de toutes les vidéos en ligne, notamment sur YouTube, de toute une série de spécialistes et aussi de personnes qui s'imposent comme spécialistes. Hein. L'expertise fait débat aussi en sciences sociales sur le fait que, avec l'émergence des réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui n'ont aucun diplôme, aucune qualification, eh bien, s'auto-revendiquent comme spécialistes, notamment dans le domaine médical et notamment dans le domaine nutritionnel. Et donc, il y a toute une série de risques qui accompagnent cet essor, des conseils, des formations en ligne pour, par exemple, pouvoir maigrir. Et je prends un dernier exemple qui est un bon exemple, celui de TikTok, qui a un énorme succès chez les jeunes, beaucoup moins chez les personnes de notre âge, qui aussi fait l'objet d'énormes dangers et de risques, parce que dans TikTok, on a tout et n'importe quoi, et notamment beaucoup de fausses informations qui circulent. Et je prends l'exemple notamment d'une médecin qui, elle, a décidé, face notamment à toutes ces fausses informations et tous ces dangers liés à des défis que se lancent les jeunes sur TikTok qui peuvent mettre en danger la santé de la personne, qui a décidé donc de lancer une plateforme avec des vidéos pour pouvoir démonter les fausses informations, donner des conseils sur la santé. Et donc là aussi, c'est une pratique qui peut être utile dans la littératie des jeunes. Petite info par rapport à l'ensemble des sites qui sont les plus consultés et préférés des internautes. On retrouve souvent des sites qui sont liés à la santé, à la vulgarisation de la santé. Selon donc certaines enquêtes, notamment en France, Doctissimo fait partie des sites les plus consultés. Dernière information de mise en contexte qui concerne aussi l'essor des réseaux sociaux, notamment des groupes de discussion qui ont énormément fonctionné durant la crise sanitaire. Et là, donc, c'est une statistique qui montre le nombre de conversations Covid et de conversations qui sont liées au vaccin et à la vaccination qui ont évolué durant la crise sanitaire. Et on voit que, on a eu un nombre historique de personnes qui ont discuté en ligne et sur les réseaux sociaux de est-ce que je dois faire le vaccin, est-ce que je ne dois pas le faire, est-ce que telle information est vraie, est-ce que telle information est fausse, est-ce que je prends un risque à aller me faire vacciner. La littératie numérique en santé, donc elle est en lien avec ces fractures numériques. Et donc, je vais vous présenter très brièvement les 15 types de fractures que j'ai pu développer dans le cadre de mon travail. Les 3 premières fractures, en fait, elles concernent l'accès aux supports matériels pour pouvoir bénéficier d'informations, de services qui sont liés à la santé et qu'on peut retrouver sur les réseaux numériques. C'est notamment le hardware, l'énergie, les networks. Deuxième type de fracture, elle concerne plutôt les supports numériques en tant que tels, c'est-à-dire qui sont immatériels mais qui sont liés à la donnée, avec d'une part l'accès à des logiciels qui peuvent m'être utiles et qui sont mis à jour, l'accès aux données en tant que telles et l'accès aussi à une forme de sécurisation de mes logiciels et des données que j'utilise, que je stocke ou que je partage en tant qu'internaute. Troisième type de fracture numérique relève plutôt des compétences. Et donc là, ça concerne davantage la littératie, mais pas uniquement. Et notamment, Aurore Marga l'a rappelé, puisque la littératie
on ne doit pas uniquement être focalisé sur le développement des compétences, mais on doit aussi réfléchir à un bon accès aux services, à l'information. Et enfin, le dernier type de fracture que j'ai pu avancer concerne plutôt les conséquences de l'usage d'Internet. C'est-à-dire que lorsque finalement on a réussi à surmonter les 3 premiers types de fractures que j'ai évoqués, qu'on est un bon internaute, quelqu'un qui exploite pleinement toutes les potentialités d'Internet, finalement, à force d'utiliser Internet et peut-être de manière excessive, eh bien, on peut en subir les conséquences et finalement la machine prend le dessus et on devient vulnérable par rapport à la surutilisation d'Internet et des potentialités numériques. Premier type de fracture, donc le hardware, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir accès à des équipements qui me permettent de pouvoir utiliser les potentialités numériques. Et donc, il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui toute une série d'utilisateurs, enfin de non-utilisateurs d'Internet qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. C'est environ 1 Belge sur 10 selon des enquêtes récentes, mais c'est par exemple 1 senior sur 4 qui ne dispose pas d'ordinateur. Deuxième type de fracture qui est plutôt lié au support matériel, c'est l'énergie. Alors vous allez me dire, quelque chose qui peut rester accessoire. Alors en général, effectivement, l'utilisation d'Internet, des ordinateurs, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore, qui peut poser problème par rapport à certains publics cibles, notamment les publics très précarisés qui font attention à leur facture énergétique. Et évidemment, c'est beaucoup plus le cas actuellement avec l'explosion du prix de l'électricité et de l'énergie. Mais ça peut aussi être le cas, par exemple, des SDF. Il faut savoir que les SDF, pour eux, la première difficulté n'est pas de disposer d'un smartphone. La plupart des SDF utilisent le smartphone parce que c'est quasiment le seul lien qu'ils ont avec la société et notamment aussi avec les services qui peuvent leur être utiles. Mais leur grosse difficulté, c'est de pouvoir recharger leur smartphone. Il y a notamment des projets pilotes qui ont été menés aux Pays-Bas, notamment à Amsterdam, où on a mis en place des prises accessibles aux SDF dans divers endroits de la ville, parce qu'on avait pris conscience que l'accès à l'énergie était quelque chose qui était extrêmement important pour aider les sans-abri à pouvoir recharger leur smartphone et donc pouvoir être informés des endroits où on pouvait les aider et éventuellement où ils pouvaient accéder à des services de santé. Troisième type de fracture liée au support numérique, c'est l'accès au réseau. Alors, c'est un peu moins le cas en Belgique, c'est beaucoup plus le cas en France. C'est donc accéder déjà à un réseau suffisamment rapide pour pouvoir, par exemple, avoir une visioconférence avec un praticien. On l'a vécu dans certains endroits lors des confinements ou en réunion, et ça a été le cas aussi lors de rencontres de consultations en télémédecine. Eh bien, ça coupait ou c'était extrêmement fracturé ou c'était carrément pas possible. Et donc, le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'un réseau suffisamment rapide peut être aussi un obstacle pour pouvoir accéder à un service médical, notamment donc à une téléconsultation. Quatrième type de fracture, donc, elle est en plutôt en lien avec la deuxième grande catégorie, donc, qui concerne les supports numériques, avec le fait donc, de disposer de logiciels informatiques qui sont mis à jour, qui sont opérationnels. C'est quelque chose qui auparavant on achetait un logiciel pour pouvoir, par exemple, écrire un texte ou surfer sur Internet. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on généralise le logiciel service, c'est-à-dire qu'on doit payer un abonnement. Et donc là aussi, il peut y avoir une fracture qui est liée aux inégalités sociales et à la disponibilité de ressources financières, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas l'argent pour pouvoir payer un abonnement et disposer des logiciels utiles qui permettent de pouvoir, par exemple, être en visioconférence ou pouvoir surfer sur Internet et pouvoir ouvrir certains documents comme des documents PDF. Cinquième type de fracture, c'est l'accès à la donnée. Et par rapport à ça, je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que de plus en plus de services de qualité sont payants. C'est une évolution qui est extrêmement marquante sur Internet. C'est qu'alors qu'auparavant, la plupart des données de qualité fiables, retravaillées par les professionnels, eh bien, elles étaient gratuites, hein, elles étaient en libre accès. Aujourd'hui, il y a comme une tendance, notamment chez les médias, à rendre payante l'accès à des articles, à des analyses qui peuvent être utiles aussi pour la santé. Je prends l'exemple notamment de la presse écrite qui aujourd'hui, pour la plupart, propose des contenus qui sont intéressants, notamment dans le domaine de la santé, mais qui d'office doivent passer par la case abonnement.
Deuxième fracture qui sont liées au support numérique, c'est la sécurité. C'est le fait que certaines personnes qui vont partager leurs données, notamment à caractère sanitaire, eh bien, peuvent se les faire voler, simplement parce qu'elles n'ont pas les compétences ou elles n'ont pas les dispositifs numériques qui leur permettent de les protéger. Alors, on a créé le RGPD qui oblige les opérateurs à devoir proposer aux internautes de signer un contrat de consentement. Mais vous l'avez vécu comme moi au quotidien. Souvent, ces contrats de consentement sont faits de telle manière à ce qu'on les accepte sans même les lire. Et donc, tout ça peut induire toute une série de risques et de dangers pour l'internaute dans le cadre de l'exploitation de la donnée. Septième type de fracture, c'est lié aux capacités physiques. Et là, ça concerne notamment aussi les seniors. C'est le fait que beaucoup de personnes ne disposent pas des capacités physiques. Ils sont malvoyants, aveugles. Ils n'ont pas, par exemple, la totale maîtrise de leurs membres. Je pense par exemple à des troubles comme le trouble de Parkinson. Et donc, ça nécessite de devoir bénéficier d'un soutien de la part d'un aidant proche pour pouvoir pleinement jouir de la valeur ajoutée, des services et de la donnée numérique. Deuxième type de fracture, et là on en vient maintenant aux compétences numériques en tant que telles, elles sont liées notamment aux compétences techniques, mais qui relèvent plus du numérique. Est-ce que j'ai la capacité à pouvoir utiliser les logiciels, à pouvoir utiliser un moteur de recherche sur Internet, à pouvoir pleinement utiliser les réseaux sociaux? Et par rapport à ça, on constate que énormément encore de personnes ne disposent pas de ces compétences. 39% des Belges, dans le cadre de la dernière enquête qui a été menée par le SPF Économie en Belgique et qui est liée aussi au dernier baromètre du numérique qui est mené par la Fondation Rabaudouin, 39% des Belges disent avoir un faible niveau de compétences numériques. Et ce chiffre monte même à 51% chez les seniors. Or, on sait que les seniors sont plus sujets, on va dire, à des problèmes de santé. Et donc, ça veut dire qu'un senior sur deux a de mauvaises compétences numériques et donc ne peut pas pleinement exploiter toute la potentialité du numérique pour notamment l'aider à pouvoir développer sa littératie. Si on rajoute 51% de seniors qui ont une compétence numérique faible, si on y rajoute les seniors qui sont non utilisateurs d'Internet à la maison, on arrive à 66% des seniors. C'est-à-dire que 2/3 des seniors qui sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus sujets à des problèmes de santé, eh bien aujourd'hui, ne peuvent pas pleinement utiliser le numérique et l'Internet pour pouvoir les aider à être en meilleure santé. Or, c'est un enjeu qui est important. Et le dernier baromètre de la Fondation Rabaudouin sur le numérique l'a mis en évidence. Sur base des données qui ont été générées par Iacos et Lucie Louvain en 2019 et 2021, on constate que lorsque la compétence numérique elle est faible, eh bien, la personne va avoir tendance à beaucoup moins utiliser les services de santé en ligne qui se proposent à lui. On voit qu'à peine un internaute, plutôt un citoyen sur 5, va utiliser les services de santé numériques lorsqu'il a de faibles compétences numériques. Et ce chiffre monte à 4 citoyens sur 5 lorsque cette compétence est élevée. Donc c'est un enjeu qui est évidemment essentiel. 9e type de fracture, c'est une fracture informationnelle. C'est la capacité à pouvoir trouver l'information sur Internet, pouvoir évaluer sa fiabilité, sa qualité, la trier, la comprendre correctement, l'évaluer et l'exploiter adéquatement par rapport aux besoins, aux informations, aux besoins ou aux problèmes qu'il faut résoudre. Donc, c'est en lien là clairement aussi avec la littératie numérique et la littératie en santé. On baigne aujourd'hui avec le numérique dans la surinformation, aussi dans les fake news, dans la désinformation, aussi dans des informations contradictoires. On l'a constaté durant la crise sanitaire, a été mis au devant de la scène tous les débats scientifiques qui portaient sur les risques liés au Covid-19, qui étaient liés aussi à la vaccination. Et donc, c'était des débats qui étaient sains, évidemment, qui sont propres à la communauté scientifique. Moi-même, qui appartiens à cette communauté, et beaucoup d'entre vous, vous savez que ce qui fait notre force, c'est aussi ce débat contradictoire. Il y a la critique,
par rapport aux propositions scientifiques, mais c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes dans la population n'étaient pas habituées. Et donc, à partir du moment où une proposition, une affirmation fait l'objet d'une critique ou d'un débat, ça veut dire qu'elle est moins fiable, qu'on doit s'en méfier. Et donc, tout ça, eh bien, a déstabilisé aussi pas mal de citoyens qui ont perdu confiance, notamment à certaines indications, certaines recommandations qui étaient véhiculées par les autorités publiques et par la communauté médicale. Alors, je prends un exemple par rapport aussi à cette fracture informationnelle sur la capacité de discernement par rapport aux informations qui sont lancées par certaines plateformes de la santé. Je prends ici un exemple de plateforme numérique Passeport Santé, où lorsque vous allez dessus, par exemple, pour confronter vos symptômes avec ceux qui sont identifiés par la plateforme et par rapport aux conseils que la plateforme vous donne, on constate que, eh bien, il y a surtout des pop-up, des encadrés qui apparaissent et qui sont quasiment dominants sur la plateforme et qui vous invitent à acheter des choses, acheter un abonnement Internet, pouvoir acheter un médicament. Et donc, évidemment, des personnes qui ne sont pas formées pour pouvoir discerner, d'une part, les contenus qui sont liés à la plateforme et qui tendent à être objectifs avec des contenus plutôt promotionnels, peuvent être perdus et peuvent éventuellement être amenés à acheter un médicament, alors que ce n'était peut-être pas le médicament le plus adéquat pour pouvoir répondre aux problèmes de santé auxquels il est confronté. 7 internautes sur 10 avouent s'informer régulièrement sur ces portails. Donc, c'est un enjeu aussi important de pouvoir développer des compétences pour bien distinguer la nature des contenus qui se trouvent sur ce type de plateforme. Exemples qui sont liés aux compétences informationnelles, c'est ce qu'on retrouve notamment sur les vidéos. Par exemple, sur la grosse plateforme YouTube, où là pullule toute une série de tutos, de chaînes par rapport à des spécialistes de la perte de poids, le jeûne intermittent, le jeûne qui dure 7 jours, etc., et qui peuvent parfois provoquer des risques pour la santé du patient, qui va être amené à, par exemple, ne plus manger ou manger un seul aliment durant 7 jours, alors qu'on sait très bien que ce type de pratique peut, si elle se fait de façon excessive, eh bien, porter atteinte à la santé et même aboutir finalement à une situation grave dans l'état de santé de la personne et une prise en charge médicale. Par rapport aux compétences informationnelles, donc, cette capacité à discerner la bonne information de la fausse information, je reprends l'exemple des fake news qui étaient les plus populaires sur les vaccins anti-Covid sur le web et les médias sociaux. Donc, on les a retrouvés en général sur le fil d'actualité de Facebook ou d'autres médias sociaux. C'est par exemple le fait que les vaccins ARN allaient modifier notre ADN. Aussi le fait que lorsqu'on était vacciné, eh bien, il y avait des micropuces qui étaient injectées dans notre organisme pour pouvoir nous pister 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas dans ce sondage, mais je me souviens de personnes qui m'avaient contacté et qui expliquaient que eh bien, la proximité d'une antenne GSM et les ondes électromagnétiques qui émanent de l'antenne de télécommunication pouvaient accélérer la contamination, la diffusion du virus auprès de la population. Toute une série de fake news qui n'auraient pas existé en temps normal, en dehors des réseaux médiatiques et d'Internet, mais qui aujourd'hui peuvent constituer un risque important et qui peuvent pousser une certaine catégorie de la population à faire le mauvais choix par rapport à sa santé. Alors, deuxième fracture, c'est une fracture qui est plutôt liée à la stratégie, aux compétences stratégiques, c'est-à-dire la capacité du citoyen aussi à pouvoir avoir un bon usage d'Internet, des données, des services numériques qui s'y trouvent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes utilisent le numérique et Internet finalement pour perdre du temps, pour faire n'importe quoi. Et dans un sondage qui a été réalisé en 2018, quasiment un Français sur 2 avouait qu'ils passent quand même beaucoup de temps sur Internet pour finalement perdre leur temps, faire n'importe quoi, mais pas vraiment pour des usages qui peuvent être utiles, par exemple au développement de compétences qui peuvent être exploitées par rapport à la recherche d'un emploi ou par rapport à leur propre travail ou par rapport à leur quotidien, ou par exemple pouvoir accéder à des données ou à des services qui vont faciliter leur vie. Je prends l'exemple par exemple de services numériques administratifs
c'est-à-dire pouvoir utiliser Internet pour disposer de formulaires ou de certificats ou d'attestations administratives plutôt que de perdre son temps à se déplacer en centre-ville pour aller les chercher auprès d'un guichet administratif. Donc, finalement, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui font un mauvais usage, si je peux me permettre de l'avancer ainsi, d'Internet. Et donc, il y a aussi cette compétence à pouvoir, à un moment donné, se dire que Internet peut aussi m'être utile par rapport à ma manière de pouvoir avancer dans ma vie, dans mon existence, et répondre finalement à mes besoins les plus fondamentaux. 11e fracture, c'est le capital social, c'est le fait que beaucoup d'internautes, que finalement, il y a une vie parallèle qui s'est développée sur Internet, qui est différente de celle qu'on peut connaître en temps réel et dans laquelle, comme en temps réel, comme dans la réalité, eh bien, il va y avoir des positions sociales qui vont émerger avec des personnes qui ont des positions sociales supérieures à d'autres, qui ont une hiérarchisation sociale, des personnes qui ont cette capacité à pouvoir, lorsqu'ils postent un article sur Internet ou une opinion, obtenir beaucoup de likes alors que d'autres ne vont pas en avoir. Et puis, c'est aussi en lien avec la capacité à pouvoir intégrer des groupes sociaux sur Internet, pouvoir échanger de l'information, échanger des conseils. Et donc, il y a certaines personnes qui vont accéder à des groupes dans lesquels se retrouvent des personnes qui ont beaucoup de compétences, par exemple informationnelles et stratégiques, qui vont du coup pouvoir obtenir, dans le cadre de l'appartenance à ce groupe numérique, de la donnée, de l'information, des conseils qui vont leur permettre d'avancer, alors que d'autres personnes vont se retrouver dans des groupes dans lesquels il y a une faible compétence, une faible littératie, et qui vont finalement obtenir des conseils qui peuvent porter atteinte à leur santé ou les pousser à adopter un comportement à risque. Et tout ça est exacerbé notamment par les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux qui tendent aussi à vous proposer des contenus sur les faits de l'actualité en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous consultez sur Internet, puisque les médias sociaux utilisent les cookies que les sites Internet leur envoient à partir du moment où, sans le savoir, eh bien, vous consentez dans le contrat RGPD que vous signez avant d'accéder aux différentes plateformes en ligne. Et donc, tout ceci crée aussi une certaine fracture puisque on peut aussi avoir à un moment donné des inégalités qui émergent sur la toile. La deuxième fracture est liée ici donc aux conséquences de l'usage Internet. Et donc, à partir du moment où on utilise Internet abondamment, parfois donc, mais même de plus en plus souvent, les conséquences de l'utilisation d'Internet peuvent créer des vulnérabilités. Première vulnérabilité, elle est liée à la santé. On sait que des personnes, et il y en a un nombre croissant, qui utilisent Internet de façon excessive, peuvent à un moment donné développer des troubles physiques, qui peuvent par exemple être liés à des tendinites qui sont liés aux mains, mais aussi à des problèmes de vue, ou même à des problèmes mentaux, à une forme de dépendance mentale qui est liée à l'usage d'Internet, qui peut poser problème par rapport à l'équilibre et à la santé mentale de la personne. Deuxième type de conséquence, de vulnérabilité qui est lié à un usage important du numérique et d'Internet, il est lié à l'isolement de la personne qui tellement elle est happée, tellement elle est absorbée par son smartphone ou son ordinateur, finalement elle ne vit plus qu'au travers de cela, au travers de relations qui peuvent être artificielles, souvent superficielles sur Internet ou même virtuelles, c'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, ne fait que jouer sur Internet se retrouve finalement face à une relation totalement virtuelle avec le jeu, avec les algorithmes avec qui il est en interaction, et finalement on vient à désinvestir dans la relation humaine. Et donc ça peut être un danger. Un lien avec les enjeux médicaux est plutôt celui aussi que beaucoup de personnes qui vont privilégier par exemple l'automédication ou le fait de consulter en priorité des plateformes de vulgarisation médicale, eh bien, risque à un moment donné aussi de se désintéresser et de réduire la fréquence de la consultation de son médecin généraliste. Or, on sait que cet entretien avec le médecin généraliste, lorsqu'il se fait de manière régulière, permet aussi aux patients de pouvoir développer de la littératie, des compétences, de pouvoir aussi renforcer sa confiance par rapport à certains types d'informations. Et donc, c'est aussi un enjeu qui est important et qui doit être exposé. Quatrième et avant-dernière type de fracture, elle est liée plutôt à la vulnérabilité technique.
je vais moins l'aborder ici parce que c'est moins en lien avec la santé, mais malgré tout, rappelons que le fait de pouvoir pleinement exploiter toutes les potentialités du numérique, d'Internet et de la technologie, eh bien, fait qu'on s'y habitue, mais on s'y habitue tellement qu'à un moment donné, eh bien, on perd des compétences qui restent utiles lorsque la technologie n'est pas là. Par exemple, une coupure de courant, eh bien, vous ne disposez pas d'Internet ou du smartphone, une panne chez Facebook, une panne chez Proximus, eh bien, une panne des satellites GPS, eh bien, comment est-ce que vous pouvez encore aujourd'hui vous déplacer pour pouvoir atteindre une destination si voilà, vous souhaitiez par exemple vous rendre dans un hôpital à Bruxelles que vous ne connaissez pas, ou par exemple, comment est-ce que je peux prendre rendez-vous chez mon médecin? Ah oui, je dois téléphoner, je ne peux plus le faire en ligne, mais est-ce que je dispose de son numéro de téléphone? Ah ben non, eh bien je vais aller voir sur internet son numéro de téléphone. Eh bien zut, c'est vrai que Proximus est en panne durant plusieurs heures, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc ça c'est par exemple un exemple concret qui est lié au fait qu'on perd aussi en compétences, mais qui sont non liées aux technologies. Et puis une dernière fracture numérique qui concerne plutôt le libre arbitre. Et donc là, c'est quelque chose qui est aussi fort discuté dans l'éthique en santé. Donc c'est le fait qu'aujourd'hui, on développe l'intelligence artificielle, on développe les objets connectés, et donc jusqu'où on peut aller pour éviter que demain, finalement, c'est la machine qui prenne le dessus dans notre décision finale, dans notre capacité à pouvoir de façon autonome prendre la décision par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux patients. Donc voilà, donc ces différents types de fractures qui peuvent être agrégés dans la définition d'un profil. Hein, on peut mettre en application ces 15 fractures dans le cadre d'un questionnaire qui pourrait être soumis à un patient pour pouvoir évaluer le degré de vulnérabilité ou de fracture par rapport à chacun des items que j'ai pu développer en détail aujourd'hui, ce qui permet d'avoir ce schéma en étoile, hein, ce graphique en étoile. Et à partir de ce schéma en étoile, 6 types ou de 7 types de pistes d'action qui pourraient être développées par les autorités publiques, aussi dans le secteur de la santé. Le premier, c'est de pouvoir améliorer évidemment l'accès aux services en ligne de la santé. Donc, veiller à ce que des personnes qui aujourd'hui sont vulnérables ou n'ont pas accès au matériel, à la donnée, ou qui disposent de faibles compétences numériques, qu'elles puissent en disposer demain. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, dans diverses communes, on développe des projets, notamment d'inclusion numérique, pour, par rapport à des publics cibles, permettre de pouvoir mieux développer leurs compétences pour pleinement exploiter les potentialités d'Internet. Deuxième type de piste qui pourrait être approfondie concerne les compétences en tant que telles qui sont liées à la santé et notamment à la santé, qui sont liées aux compétences numériques en santé. Donc, c'est aussi amener la personne à pouvoir, par exemple, faire preuve de discernement. C'est-à-dire se dire que l'accès à toute une série d'informations relatives à la santé peut m'être utile par rapport à l'automédication, par rapport à la prévention à la santé, mais je dois aussi, à un certain moment, avoir ce déclic à pouvoir faire appel à un professionnel, que ce soit un praticien, mon infirmière, mon infirmier, ou éventuellement un médecin généraliste. Le troisième type de pistes, ce sont évidemment les soutiens sociaux. Veiller à ce qu'une personne puisse bénéficier de soutiens sociaux pour l'aider à pouvoir s'orienter par rapport aux différents services en ligne et aux données qui sont accessibles en ligne. Hein, s'assurer qu'une personne bénéficie d'un aidant proche, bénéficie d'une aide familiale ou éventuellement puisse avoir accès à une aide institutionnalisée, par exemple dans une maison médicale. Quatrième type de piste pour pouvoir avancer dans la littératie numérique en santé, c'est, Aurore Margot l'a évoqué, pouvoir améliorer les contenus dans l'ergonomie, hein, la simplification, pouvoir utiliser des images, pouvoir réduire aussi les étapes dans les procédures pour pouvoir accéder à une information, à un certificat médical ou à une information sur un résultat médical. Mais aujourd'hui, on a la plateforme Ma Santé, mais malgré tout, moi-même qui l'utilise, je trouve qu'elle est quand même pas évidente à utiliser. Et donc, c'est vrai que mes propres parents, eh bien, j'ai dû les aider pour pouvoir aussi accéder à la donnée à laquelle ils devaient accéder pour pouvoir, par exemple, avoir leur certificat BDF
pour partir en vacances. La cinquième piste qui pourrait être débattue, c'est la certification des plateformes en ligne de vulgarisation. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui développent des contenus à caractère médical avec des recommandations. Et donc, on devrait peut-être demain pouvoir labelliser, obliger à ce qu'elles soient certifiées pour veiller à ce qu'elles puissent répondre à des normes de qualité et éviter que tout et n'importe quoi s'y retrouve. Sixième type de piste concerne la complémentarité entre, d'une part, l'activité médicale, le corps médical, et d'autre part, ce qui se trouve sur le web, c'est s'assurer à ce que ce qui se trouve sur le web n'est pas quelque chose qui peut se substituer à ce qu'on peut proposer dans le secteur médical. Donc, faire en sorte qu'il y ait une complémentarité, mais non pas non plus une substitution totale. Et puis enfin, une dernière recommandation, une piste de réflexion en termes de recommandation, elle concernait la reconnaissance par le secteur de la santé du profil du patient, donc du profil en termes de littératie numérique en santé, pourquoi pas par exemple à partir du profil que je vais présenter brièvement tout à l'heure. Voilà, je vais terminer avec mon exposé et je m'excuse déjà d'avoir légèrement dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, Jérémy Dany. Je propose donc de laisser le temps restant à Lara, qui va nous présenter donc, les principes de la Fondation Rabaudon. Donc, effectivement, j'avais un peu pour ambition de vous présenter un projet. Mais vu le timing, je pense que ça se termine normalement à 12h30. Donc, je vais très fort raccourcir, je vais un peu monter d'un étage. Donc, mon objectif à la base, c'était vous présenter un projet. Ici, je vais juste quelque part vous présenter ce que je voulais vous présenter. Et vous aurez de toute façon accès aux slides. Et donc, si vous êtes intéressé d'une manière ou d'une autre par le projet, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, ça me fera un plaisir de vous présenter un peu plus en détail le projet. Donc, en gros, je vais faire hyper bref. Donc, il existe 8 principes directeurs. Donc, tout ce que je vais vous présenter, ça a été soutenu par la Fondation Rabaudon et en particulier le Fonds Daniel Deconny, qui est dédié à la première ligne. Donc, il y a eu tout un travail participatif sur le rôle de la technologie en santé, et de là sont nés 8 principes directeurs, les 8 principes Techno 2030, qui finalement sont là pour guider à la fois le développement, la sélection et l'usage de technologies en santé. Donc, vous voyez, c'est assez large, ça recouvre pas mal tout ce qui est également un principe éthique, et finalement le cinquième ici, qui est lié plutôt à la thématique d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est donc éducation et inclusion des patients. Et donc, dans l'éducation, il y a les notions de littératie en santé et littératie numérique. Donc, ça a été fait en 2020. Depuis 2021, il y a une série de projets qui continuent à être soutenus par la Fondation Rabaudon pour la mise en œuvre de ces principes directeurs, donc qui s'adressent à la fois et entre autres aux patients, aux professionnels de santé et aux développeurs de technologie sur comment on peut s'assurer que la technologie, soit que je vais sélectionner en tant que patient professionnel, soit que je vais développer en tant que concepteur, suit finalement ces 8 principes directeurs, dont celui lié à l'éducation. Voilà, un des projets dans lequel nous sommes 12 partenaires. L'objectif, c'est la création d'une boîte à outils méthodologique, entre autres. Et donc, dans la présentation, vous verrez finalement exemple de 3 outils. Alors, dans cette boîte à outils, notre objectif n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait. Donc, on a en parallèle un travail de recensement d'outils qui peuvent être utilisés donc, à cette fin de suivre les principes directeurs. Donc, ici, dans la présentation, il y a 2 outils existants. Typiquement, vous avez ici le Cards with Humanity qui a été développé par un studio de design Ideon et où l'objectif, c'est un système de jeu de cartes que vous pêchez au hasard avec un personnage et un trait de caractère ou un trait lié à ce personnage. Et l'objectif, c'est de voir comment je peux développer finalement, comment faire en sorte que ma solution réponde aux besoins de cette personne. Deuxième outil, aussi très intéressant, donc ça s'utilise en co-création avec des développeurs, des patients et des professionnels, c'est sur la notion d'explicabilité.
Et en particulier ici, c'est l'explicabilité de l'IA, de l'intelligence artificielle, pardon, mais ça peut s'étendre à d'autres types de solutions techno. L'idée derrière, c'est de dire pour qu'une solution technologique soit appropriée par les futurs utilisateurs, il faut qu'elle soit explicable. Or, une des difficultés de l'intelligence artificielle, c'est qu'on le voit beaucoup comme une boîte noire. Et donc là, c'est une proposition d'outils étape par étape pour finalement arriver à co-créer une solution techno qui soit explicable aux futurs utilisateurs. Donc ça aide vraiment les personnes au niveau du développement. Et une dernière initiative dont je voulais vous parler, c'est par rapport à tout ce qui est système de remboursement, entre autres d'applications mobiles et donc de critères d'évaluation. Donc, au niveau belge, vous avez le système pyramidal hein, qui est connu. Il y en a au niveau international. Et donc, on retrouve quand même dans ce type d'évaluation, donc là, on est plutôt hein, sous la forme d'une checklist. On va quand même retrouver donc, des critères qui vont être liés à ce principe 5 et donc entre autres de littératie numérique en santé. Je vous ai mis sur la gauche des critères qu'on retrouve typiquement dans ce type de système. Et alors, on a mené avec la Fondation Rabaudouin, enfin un partenariat Fondation Rabaudouin et KCE, donc un centre d'expertise fédéral au niveau des soins de santé, toute une première réflexion sur comment finalement les principes directeurs peuvent guider, peuvent inspirer le futur système belge, donc qui va être retravaillé. Donc la pyramide est va être retravaillée. Et donc voilà, il y a un atelier participatif avec une vingtaine de personnes qui a été organisé et où finalement on a essayé d'identifier en s'inspirant de ces 8 principes quels pourraient être les nouveaux critères en fait à ajouter typiquement à ce type de système. Et donc, on va retrouver, et donc ça a été entre autres adressé par Aurore Marga au début, mais donc finalement une implication des utilisateurs finaux, par exemple, dans la production de contenu, dans la production d'informations qui vont être délivrées par les solutions technologiques. Donc voilà, en gros, les travaux qui sont menés dans le cadre de cette initiative Techno 2030. Donc, je le disais, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le lien ici. Sachez que là maintenant, donc il y a eu toute une série d'événements qui ont été organisés, vous pouvez les retrouver sur le site, dans l'onglet Actualité. Il y a de nouveaux ateliers qui vont être organisés, donc vraiment pour co-créer de nouveaux outils. Et donc voilà, il y a déjà 2 dates qui ont été arrêtées, donc plutôt à destination pour le moment des professionnels de santé et des développeurs de techno. On fera les patients sont réalisés au niveau néerlandophone et après on switchera. Donc il n'y a pas encore les dates pour les patients au niveau francophone, mais ça viendra. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va complètement déborder. Je pense que c'est intéressant, c'est important pardon, que qu'on puisse terminer dans les temps.